Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Chers amis, je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition, 2 jours après le colloque de l'Iliade. Je suis évidemment entouré de Gabriel Fouquet. Comment allez-vous, Gabriel ? Bonsoir Romain, bonsoir chers amis. Écoutez, un peu fatigué, mais la bonne énergie du colloque circule. Elle a beaucoup donné et c'est grâce à des volontaires, des bénévoles comme ça qu'on a pu avoir un très beau colloque. On fera un petit retour rapide, ne vous inquiétez pas. Nous allons aujourd'hui parler de la nouvelle droite. Je vais rapidement vous présenter nos invités. D'ailleurs, vous avez entendu dans le petit générique Basile Polidoris, la musique de Conan le Barbare, film païen s'il en était. Il y a d'ailleurs un petit livre qui s'appelle Chroniques cimériennes qui vient de sortir à ce sujet. J'en parle puisque le paganisme a été au cœur de l'histoire de la Nouvelle Droite. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors la Nouvelle Droite, une épopée intellectuelle, donc à l'occasion de la publication d'un livre important dans la collection Agora de l'Institut Iliade aux éditions de la Nouvelle Librairie. Un livre qui s'appelle La Nouvelle Droite, un panorama historique et métapolitique. Nous recevons son auteur aujourd'hui, François Dambelin. Bonjour François. Bonjour Romain, merci pour votre invitation. Avec plaisir, qui sera accompagné d'un autre François, François Marcanter, qui est un vieux compagnon de route de cette formidable aventure de la Nouvelle Droite. Bonsoir monsieur. Bonsoir Romain. Et alors pourquoi ce livre sort ? Car la Nouvelle Droite a longtemps été racontée par ses adversaires, réduit à des slogans, voire à des caricatures. Il manquait un récit d'ensemble. Son auteur nous dira quand lui est venue l'idée de enfin faire un livre qui raconte cette histoire, qui raconte de la matrice d'Europe Action à la naissance du Grèce, les années de conquête intellectuelle aux crises scission, renaissance et héritage actuel. Ce livre majeur retrace plus d'un demi-siècle d'histoire métapolitique. Donc nous parlerons évidemment des idées qui ont été portées par la Nouvelle Droite, mais aussi finalement de sa structure, de son parcours, de ses ennemis, relativement nombreux, on peut le dire. Voilà. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je sais que vous étiez donc en dédicace à ce fameux colloque de l'Iliade qui s'est tenu à la Maison de la Chimie sur le thème des libertés. J'ai pu comprendre que tout le monde s'était arraché votre livre comme des petits pains. Qu'est-ce qui intéressait les lecteurs ? Vous avez eu le temps d'échanger un petit peu avec eux ? Alors, assez peu, mais oui, ils étaient intéressés par le fait que c'était le premier récit, le premier panorama historique qui a été publié sur la question depuis fort longtemps. En fait, le dernier livre qui avait été consacré à la Nouvelle Droite, c'était celui de Taguieff, donc qui s'appelait Sur la Nouvelle Droite. Et depuis, je dirais, aucun livre honnête n'avait été publié sur la question. Voilà, donc il y avait un intérêt, je pense, de la part de beaucoup de personnes passées par le Grèce ou formées par le Grèce sur la question. On se retrouvait hier dans un colloque. Le Grèce lui-même a, à son acmé, organisé des colloques importants avec un petit peu le même principe, énormément de contributions intellectuelles, mais aussi une forme de forum de toute une population qui venait. En étant au colloque Iliade, vous retrouviez un peu ces traces ou c'était différent ? Alors, à mon sens, c'est un peu différent parce que je pense que le colloque Iliade a développé cet aspect opéra, comme je crois que vous utilisez la formule, avec une partie certes intellectuelle, des allocutions de personnes, des débats, des tables rondes, mais aussi une partie plus sensible, plus artistique, plus visuelle. C'est lié aussi à l'époque avec la possibilité de faire des vidéos, de diffuser facilement des vidéos. Mais il y a cette dimension supplémentaire qui est présente désormais dans les colloques de l'Iliade. Donc il y a une évolution très forte. Et pour le fait est que pour le Grèce, la partie sensible, visuelle, mythique était très importante, mais ne pouvait pas être aussi bien exprimée qu'aujourd'hui. Alors on se rappelle notamment de couvertures d'éléments, justement. Extraordinaire. Absolument, Olivier Carré. Absolument mythiques, cinématographiques, qui ont vraiment marqué les esprits. Alors je voulais quand même présenter notre deuxième invité, François Marcanter, donc compagnon de route de la Nouvelle Droite. En 2 mots, comment avez-vous connu cette mouvance, ce groupe de pensée, votre parcours finalement ? Dans les
premier colloque à Jouy-en-Josas, ça fait quand même un certain nombre d'années, on doit être en 1972. On est donc à HEC, et là on a effectivement une forme de colloque traditionnel qu'on n'a jamais vraiment su renouveler, à part quelques projections de films. On n'a jamais utilisé dans l'histoire des colloques des moyens techniques comme l'Iliade sait le faire aujourd'hui. Notre challenge, c'était plutôt de faire paraître les actes du colloque le plus vite possible, et on a dû réussir une fois ou deux à les faire sortir le jour même du colloque, ce qui évidemment pour les ventes était formidable. Et je pense que la sortie du livre consacré à la nouvelle droite au colloque de l'Iliade a dû être un succès aussi, parce que les gens sont avides de nouveautés. Mais j'ai le souvenir d'un grand colloque au pavillon Baltard à Charenton, où le cadre était formidable. Nous avions été très bien reçus à l'époque par le maire, Monsieur Griotret, qui nous avait envoyé un message d'amitié. Et à l'issue du colloque, nous avions été capables de proposer à une assistance qui, quand même, représentait presque 1500 personnes. Hein. Oui, il faut bien une amorce, il faut bien un début. On avait fait un travail de propagande considérable avec le dynamisme de l'équipe de Guillaume Faye. Et donc, chacun est reparti avec ses actes du colloque. Qu'est-ce qui vous a attiré ? Comment vous vous êtes retrouvé là ? Toujours un faisceau d'amitié. Je pense que dans la jeunesse, on a souvent les engagements de ses amis et de son milieu amical. Et l'histoire prouve que dans les combats guerriers, c'est la même chose. On s'engage parce que son environnement amical s'engage dans un sens. C'est plutôt le hasard et la nécessité des amitiés. Et ce qui a été pour moi un choc dans la nouvelle droite, c'est la curiosité que cette nouvelle droite m'a donnée. Et c'est une curiosité que je continue à vivre aujourd'hui. Si je prends évidemment l'ouvrage d'Alain de Benoît, Vue de droite, qui a été quand même le totem d'origine, dès le départ, il nous a ouvert l'esprit. D'autres auteurs aussi de la nouvelle droite, comme Jean Mabir, qui a beaucoup publié sur les éveilleurs de peuple, c'est la curiosité. Cette curiosité, ensuite, devient insatiable, parce que vous ouvrez l'esprit, mais vous allez aussi vers Genet, vers Pasolini, vers des gens qui sont évidemment pas du tout classés à droite, puisque ce sont les valeurs qui comptent. Je me tourne vers François Dambelin. On note effectivement réellement une rupture avec une nouvelle proposition qui, pour les esprits libres et curieux, offre quelque chose qu'on n'avait pas avant. Est-ce que c'est ça qui explique le début du Grèce ? Ou est-ce que il y a eu un recyclage, une synthèse de choses qu'on entendait après ? Qu'est-ce qui fait l'étincelle qui permet au Grèce de se faire connaître et de tracer un sillon qui n'avait été jamais tracé finalement ? Je pense que ça a été la volonté d'aborder des domaines nouveaux. L'équipe créatrice du Grèce, c'était des militants politiques et qui ont eu une déception, qui ont vu un peu l'inanité du combat politique à la fin des années 60 et qui ont décidé d'explorer des champs nouveaux, les champs de la culture, des idées qui permettent, qui cadrent les idées politiques. Donc c'est ce qu'on a appelé la métapolitique. Et ils ont décidé d'investir tous les champs du savoir pour rivaliser avec la domination de la pensée, je dirais, de gauche. Et là, grâce à Alain de Benoît, mais pas que lui, à d'autres, Yves Christen et bien d'autres, tous les domaines
de la biologie jusqu'à la philosophie, en passant par l'histoire des Indo-Européens, les racines, les traditions, etc. Tous ces champs-là ont été abordés, ont permis d'ouvrir ceux qui suivaient leurs travaux vers une masse, une quantité de nouveautés, d'idées nouvelles, effectivement, qui a développé la curiosité des gens qui suivaient les travaux de Dugas. Moi, je rejoins parfaitement ce qu'a dit Monsieur François Marcanter. Oui, parce que la politique, la métapolitique, rappelons que c'est d'une certaine façon l'art de s'attaquer aux symboles, aux tabous, aux représentations, au langage, justement tout ce qui sort du champ purement électoral, mais aussi dans la technique d'investir finalement tous les champs, tous les thèmes, n'en déserter aucun, alors que par paresse intellectuelle ou par simple tactique, on peut soit se concentrer sur un seul thème, l'immigration, ou sur l'actualité, ou simplement l'actualité. Donc c'est aussi une rupture dans la forme, dans la façon d'aborder les choses. Mon premier choc esthétique et culturel, ça a été la découverte de Konrad Lorenz. Et avec Konrad Lorenz, du vol des oies sauvages. Et au travers de cette découverte de l'éthologie, derrière, il y avait évidemment une ouverture vers l'écologie, une ouverture vers la nature qui était nouvelle à cette époque. Et la nouvelle droite a été, d'une certaine façon, dans tous ces domaines, la première à aborder tous ces thèmes. Mais c'est vrai que pour moi, le personnage de Konrad Lorenz, une espèce de grand-père bénéfique. Oui, qui a écrit sur les 7 péchés capitaux, sur la violence, nos rapports avec les animaux. Sur l'agression, donc qui reposait des questions finalement fondamentales de qu'est-ce qu'un homme, ce que va faire aussi Galen, quels sont nos rapports avec la société, les animaux. C'est ça qui a fait d'une certaine façon le succès de la Nouvelle Droite et du Grèce, c'est qu'un certain nombre de questions fondamentales ont été posées sur la table. Et en les posant, on s'est rendu compte que des fois, on avançait un peu comme un robot, alors qu'on a besoin de ce débat d'idées. Avec des questions fondamentales qui, d'ailleurs, ont reçu des réponses parfois polémiques. Qu'est-ce qui fait la singularité de l'homme par rapport à l'animal ? Il est évident, par exemple, que la position d'Yves Christen et la position d'Alain de Benoît, ces positions sont diamétralement opposées. Donc la Nouvelle Droite est aussi capable d'avoir en son sein un dialogue et le contraire d'un stalinisme. Il n'y a jamais eu, il y a toujours une très grande liberté d'expression et jamais de caporalisme. Nous sommes libres de penser. Et ça, c'est fondamental. Chose qui est compliquée. On l'a vu avec le colloque Iliade consacré aux libertés. On a eu une intervention de François de Boissezon sur la tradition du disputatio, de la controverse, du débat d'idées qui fait partie de notre civilisation, qui peu à peu, à coup de moraline, à coup de censure, disparaît, de fatwa et d'anathème, disparaît peu à peu. Et la Nouvelle Droite a en son sein, vous le dites François Marcanter, mais aussi face à des adversaires idéologiques, fait vivre ce débat d'idées. Alors justement, ces adversaires, est-ce qu'ils se sont présentés tôt dans l'histoire de la Nouvelle Droite, ou est-ce qu'ils ont attendu que finalement elle se développe pour les attaquer ? Ils se sont présentés tôt. On peut estimer, la première attaque sérieuse, ça a été aux environs de 72, par la nouvelle action française de Bertrand Renouvin qui était une dissidence de l'action française, d'accord. L'action française. Et ces gens-là, pour essayer de se démarquer et de se présenter comme de gentils royalistes, pas de droite, ont décidé d'attaquer la Nouvelle Droite sur le plan, en les traitant de droite radicale, sachant que Nouvelle Droite est un terme qui a été donné de l'extérieur. Qui est arrivé de l'extérieur. C'est la désignation par l'ennemi. Voilà. Et donc ça a été la première attaque qui n'a pas porté ses fruits. Ça s'est relativement dégonflé assez rapidement
grâce à l'action d'Alain de Benoît, au réseau de connaissances dans les milieux intellectuels. Ça a été vraiment la première attaque, qui était une petite attaque. Mais je dirais que vraiment l'attaque principale, elle a commencé en 1979. Alors que le Grèce s'était implanté de façon très visible dans la grande presse avec le Figaro Magazine, qui a été un succès extraordinaire et qui a donné une visibilité maximale aux idées du Grèce. Auparavant, le Grèce diffusait ses idées au travers simplement de la revue Éléments, qui est tirée à quelques milliers d'exemplaires. Après, avec l'arrivée de l'équipe du Grèce au sein de la rédaction du Figaro Magazine, qu'elle a quasiment investi, avec l'accord évidemment de Louis Pauwels, qui était le directeur du Figaro Magazine, ils ont pu s'adresser à des centaines de milliers de personnes chaque semaine. Et là, en abordant des thématiques extraordinaires, de Nietzsche au solstice d'été, en passant par l'antipsychiatrie, la psychanalyse, etc., en s'attaquant à des tabous, ouais. à des figures qui étaient jusque-là respectées, et voilà, en développant une vision du monde. Ça, c'est un terme, je pense, important, c'est la vision du monde. Et en développant une vision du monde qui était tout à fait nouvelle, qui était séduisante, qui était percutante, et qui venait percuter la doxa de la gauche morale, qui était jusqu'à présent régnante. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, il y a presque un côté un peu pirate à vouloir gagner des positions, planter son drapeau dans des endroits un peu plus institutionnels. Quand Alain de Benoît a publié Vue de droite, un pavé de 600 pages, quelque chose qui n'avait été jamais fait à gauche, qui abordait tous les champs du savoir, c'était quand même un défi extraordinaire. C'était il était un jeune journaliste, il avait 33 ans, je crois, quand il l'a publié. Il s'est imposé au milieu du terrain, du champ de combat, et il a défié ses adversaires qui ont été assez ébahis, je pense. François Marcanter, vous étiez actif au moment de ces attaques contre le Figaro. Bien sûr, puisque j'étais même au colloque du Palais des Congrès, face à la horde sauvage. Je reviendrai sur l'appellation Nouvelle Droite qui nous a été imposée. Elle a fait l'objet d'un débat interne très intéressant. Est-ce qu'il fallait accepter ou pas le terme que l'adversaire nous imposait ? La position d'Alain de Benoît est effectivement toujours la même, c'est-à-dire ni droite ni gauche. Et c'est vrai que, en dehors, pour certains d'entre nous, d'un anticommunisme viscéral et des reproches que l'on pourrait adresser à la gauche d'être très indulgent vis-à-vis des camps de la mort soviétique, la différence entre la gauche et la droite, pour nous, ne se place pas dans l'arène. Oui. Voilà. C'est plus les bases philosophiques. C'est plus les bases philosophiques qui nous intéressent. D'autre part, je dirais, Alain de Benoît, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, et la diversité et la richesse des gens qui ont participé. J'évoque Michel Marmin, qui a quand même, entre autres, publié une histoire de la musique avec son épouse formidable, qui est un des meilleurs connaisseurs du cinéma français. On parlait tout à l'heure d'Yves Christen. Enfin, la richesse des talents est considérable, et de la diversité aussi des caractères, des origines, diversité aussi des régions, diversité des pays, parce que la nouvelle droite, on peut quand même pas, c'est d'abord quand même une sensibilité européenne qui a su rayonner en Italie, qui a su rayonner en Suisse, en Belgique, etc. Donc, fondamentalement, la nouvelle droite, elle est européenne. Ça, on peut le préciser, François Damelin, la réception
des idées de la nouvelle droite en dehors des frontières nationales a été importante, voire il y a même presque eu une stratégie de contournement étant donné l'omerta ou la censure française. Oui, alors il y a eu un développement de nouvelles droites un peu sœurs à l'étranger et principalement dans un premier temps en Italie, où il y a eu une nuova destra qui s'est développée d'abord par la publication d'une revue sœur d'éléments, Elementi, et ensuite qui a eu un succès absolument phénoménal et qui s'est développé même de façon plus forte, plus supérieure à celle de la nouvelle droite française. Il y a eu d'autres développements. Alors on peut penser à l'Allemagne, qui était sur un terrain un petit peu différent. Il y a eu les Flandres aussi, enfin nos amis de... La Grèce. Voilà, la Grèce. Il y a eu en Espagne aussi, avec une revue qui s'appelait Esperides. Tout ça est d'ailleurs encore vivace. Il y a Teco, ça existe toujours en Flandre. Et l'Iliade vient de faire justement une formation dédiée aux Européens. Et fondamentalement, ils étaient attirés par les idées de la nouvelle droite qui rayonnent au-delà de la France. Aussi la Belgique avec des revues spécifiques autour de Robert Stockers, il faut aussi le citer. Donc oui, la dimension européenne, il y a eu un développement de ces idées, parce que je crois que c'était... toute l'Europe a traversé l'épisode de mai 68 et il y avait en balance, il y avait aussi une nouvelle perception à développer sur l'autre bord. Chers amis, Pierre Leprince n'est pas avec nous. Il s'excuse, il vous salue et il laisse à Gabriel Fouquet le soin de vous présenter une première pause musicale. Je vais faire de mon mieux. Pionnier de la musique industrielle, martiale et néoclassique, Leibach, qui signifie Ljubljana en allemand, est un groupe slovène d'avant-garde qui sévit depuis plus de 45 ans. Leur musique est souvent grandiose, sombre, ironique et hypnotique, avec une voix grave et puissante, emblématique. Considéré comme l'un des groupes les plus controversés de l'histoire du rock, accusés à tort ou à raison de sympathie fasciste ou communiste selon les époques, ils ont été interdits en Yougoslavie à leur début, ont joué en Corée du Nord et continuent de questionner le pouvoir et les idéologies avec un humour noir et une intelligence conceptuelle rare. Ils incarnent une forme d'art total provocateur, satirique et profondément politique, tout en restant une machine à son puissante et dansante. Pierre Leprince vous propose donc d'écouter à présent The Whistleblowers, tiré de l'album Spectre, sorti en 2014, l'un des titres les plus accessibles et accrocheurs de leur discographie.
this machine. C'était Leibar, Ljubljana en allemand. Je fais un peu de publicité pour les camarades de Livre Arbitre. Ils viennent de sortir un nouveau numéro, c'est le 53 consacré à Sacha Guitry. On parle également de Evola, Jérôme Leroy, etc. C'est une des meilleures revues littéraires aujourd'hui qui existent. Ils tiennent, ils se développent et ils organisent une nouvelle soirée. C'est toujours très agréable. Pour les Parisiens, ça a lieu le vendredi 17 avril à 20h au café Regalia, au 1 rue de la Convention dans le 15e. Je vous invite à les retrouver. Il y a des ventes, des dédicaces et évidemment, puisque c'est l'esprit de Livre Arbitre, un apéro. Voilà, donc c'est le vendredi 17 avril à 20h. Alors nous revenons avec nos invités François Damblin et François Marcanter sur la publication de cet ouvrage fondamental, La Nouvelle Droite, un panorama historique et métapolitique aux éditions de la Nouvelle Librairie. Vous pouvez l'acheter sur leur site ou sur le site de l'institut-iliade.com. Il y a d'ailleurs en couverture l'entrelac du Grèce. La rumeur dit que ce symbole avait été choisi justement parce qu'il était compliqué à graffer sur les murs, justement pour se distancer du côté partisan que pouvait avoir un mouvement de jeunesse, un syndicat ou un parti politique, afin voilà, d'accentuer la démarche intellectuelle du Grèce. Vous confirmez ? Oui, absolument. Oui. D'abord, c'est un beau symbole, c'est un entrelac qui est magnifique, qui a été stylisé. C'est un véritable symbole qui existe sur un certain nombre dans un certain nombre de lieux européens. Mais effectivement, Alain de Benoît avait tout fait pour choisir un symbole compliqué qui ne puisse pas être graffé sur un mur. Voilà, donc il y avait cette volonté de pas que le Grèce ne soit pas un mouvement activiste, un mouvement de rue. Voilà, ils avaient goûté les joies et les plaisirs de ces activités-là, et ils voulaient en sortir pour faire vraiment un mouvement de travail intellectuel dans le champ des idées. Alors vous avez évoqué une notion qui est peut-être la plus importante, c'est celle de la vision du monde qu'a proposée la Nouvelle Droite, et il faut dire que cette vision du monde est totale, cohérente, radicale, au sens où elle va et alternative au système en place. Dès le début s'imposent des concepts, anti-égalitarisme, ethno-différentialisme, la critique du libéralisme philosophique. Qu'est-ce qui, dès le début, quelles sont les idées qui s'imposent, qui vous semblent les plus importantes dans la genèse de la Nouvelle Droite ? Là, après, les choses restent un peu personnelles, mais ce qui m'a paru vraiment essentiel dès le début et qui est resté, l'idée d'Europe, qui était relativement novatrice l'idée d'Europe, c'était pas dans le champ politique où les idées n'étaient pas encore beaucoup travaillées. L'idée d'empire ou de fédération, d'organisation des différentes réalités territoriales, réalités humaines, du local jusqu'à un sommet souverain, et une vision du monde polythéiste ou
païenne, ou voilà, se rattachant à la plus ancienne tradition européenne, au-delà du christianisme. Et cette vision polythéiste n'était pas simplement un rapport religieux au monde, c'est aussi une façon d'envisager le monde aussi dans sa diversité, c'est-à-dire la diversité des langues, des couleurs, des races, des peuples, etc. Voilà. C'est finalement une sorte d'alternative à la du monde, à son uniformisation. Voilà, typiquement l'ethnodifférentialisme, qui a été un point travaillé par le Grèce. C'est une vision du monde plurielle. C'est reconnaître la réalité, le droit à l'existence des différents peuples, des différentes ethnies, des différentes cultures. Ne pas réduire le monde, occidentaliser complètement le monde, araser les différences, etc. Ça, c'était vraiment un point essentiel et qui est apparu très très tôt. Voilà. Et qui est toujours aussi vivace. C'est vraiment un point sur lequel la nouvelle droite n'a pas changé. Ça avait fait l'objet d'ailleurs d'un très beau numéro d'Éléments sur le thème du droit à la différence. Et ce droit à la différence, il est revendiqué évidemment aussi face au monothéisme et face à l'Empire américain. Alors dans cette diversité de formes, la nouvelle droite a multiplié les modes de communication en diversifiant les revues. On parle d'Éléments, mais on peut parler de Nouvelle École aussi, dont les premiers numéros de Nouvelle École, nous relisions récemment celui consacré à l'Amérique. Il n'a jamais été autant d'actualité. Il y a vraiment une pertinence dans cette approche de l'Empire américain qui se vérifie tous les jours. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce soit Biden, Obama ou même Trump, il y a une forme de permanence liée à la géopolitique, à l'essence même de ce qu'est l'Amérique, que la nouvelle droite avait perçu. Et un certain nombre d'intuitions se sont révélées en partie exactes. Et la nouvelle droite a publié les grands essais comme Terre et Mer, et a fait venir à des colloques des intellectuels comme Julien Freund qui ont parfaitement décrypté cette analyse. Alors, on peut parler effectivement de nouvelle école, on peut aussi parler de crisis. Donc, élément, crisis, nouvelle école, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, si on devait définir ce qui fait la spécificité de chacune de ces trois publications, qu'est-ce qui explique la différence? Pourquoi il n'y en a pas qu'une, finalement? Alors, Nouvelle École, c'est la première revue qui est sortie, je crois que les premiers numéros sont sortis en 1968. C'est la revue fondamentale d'études, de textes très développés, très fouillés sur les idées, sur les différents champs des idées. Est venu le besoin, évidemment, quand le Grèce s'est développé, d'avoir une revue qui parlait à un public un peu plus large, une revue plus réactive aussi, qui soit moins simplement dans le champ des idées, mais qui puisse aborder l'ensemble du champ culturel. Donc, notamment le cinéma, avec Michel Marmin, qui faisait des critiques, des petites critiques très courtes, mais très, très ciblées de beaucoup de films, les expositions artistiques, enfin que sais-je, tous les domaines. Donc ça a été la revue Éléments, voilà, qui a été créée, donc qui existait sous forme de bulletin de liaison, mais qui est devenue une revue en 1973, avec Jean-Claude Vallat et Michel Marmin à la rédaction. Et ensuite, au fil des années, il y a eu d'autres revues. Il y a eu des revues plus spécialisées, une revue Nation Armée qui abordait le champ de la défense et de la géopolitique, une revue spécialisée sur l'éducation aussi. Voilà. Et puis plus tard, à la fin des années 80, là, Alain de Benoît a souhaité avoir une revue de débat qui soit plus ouverte, qui sorte un peu du champ de la nouvelle droite, et qui accueille des contributions d'intellectuels venant tout à fait d'ailleurs. Crisis, donc. Crisis, voilà. Quels sont les grands noms qui sont intervenus dans la revue? Est-ce que vous avez un souvenir, François Marcanter,
de noms Quelqu'un formidable, Couto-Begari, sur la politique. sur la géopolitique. Il y a eu Taguieff, par exemple, où il y a eu les gens du MOS, du mouvement anti-utilitaire mais sciences sociales, qui ont pu écrire dans la revue. Il y a eu des gens venant du marxisme aussi, de gauche. Alors, j'ai plus les noms en tête, mais enfin, il y a eu une liste quand même d'intellectuels assez variés qui ont contribué, qui contribuent toujours, vu que la revue, son dernier numéro vient de sortir et est consacré au jeu. Voilà. Oui. Donc un excellent, un thème tout à fait passionnant. Donc c'est vraiment une revue de débat et de points de vue. Ça a été le souhait d'Alain de Benoît de renouer avec vous parliez de disputatio, voilà, c'est ça, avec des vrais échanges intellectuels, en sortir du simple combat frontal pour confronter les idées sereinement. Alors on remarque avec les générations plus jeunes qui sont attirées justement par cette vision du monde, qu'il y a plein de portes d'entrée. Il y a notamment un certain nombre de portes qui ont été ouvertes par le Grèce à la Nouvelle Droite. C'était la notion d'anti-égalitarisme, mais aussi de l'héritage biologique qui était tabou, qui a été mis sur la table d'une certaine façon, avec un certain nombre de polémiques, et qui revient en ce moment en force, notamment à l'aune du progrès des techniques d'ADN, etc. Et donc, là aussi, des intuitions qui ont été faites par la ND se retrouvent justes ou prolongées dans l'actualité. C'est quelque chose qui vous aviez identifié, ça, ce retour-là ? Oui, alors... En fait, c'est jamais sorti du champ d'intérêt des revues de la Nouvelle Droite. Il y a toujours eu cet intérêt pour le domaine de la biologie, du vivant et aussi des études sur la paléogénétique, etc. Et effectivement, ces dernières années, les travaux, notamment anglo-saxons, sont venus nourrir de façon considérable ce domaine-là. Alors, aussi tous les travaux de psychologie évolutionniste, darwinienne, etc. Mais ça n'a jamais été abandonné. Par exemple, dans les années 90, à l'époque où c'était Charles Champetier qui était rédacteur en chef de la revue, et bien, il a beaucoup travaillé ce domaine. C'était très présent. Il a énormément travaillé. Il avait même créé une revue à lui qui s'appelait Biosciences. Voilà. Et c'était absolument passionnant. Il a fait découvrir le champ de la biologie et de la génétique à une nouvelle génération, en plus des travaux qui avaient été faits par Yves Christen ou Alain de Benoît, ou maintenant Bastien O'Danieli qui fait 2 pages dans chaque numéro d'Éléments sur ces thématiques. Est-ce qu'il y a des thématiques imposées, travaillées, fouillées par la Nouvelle Droite qui vous ont justement marqué par leur pertinence et qui continuent d'être au cœur du débat ? Je dirais la quête des origines, qui est vraiment un sujet qui a traversé toutes les publications depuis l'origine du Grèce jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que personnellement, cette quête des origines m'a donné le goût de l'archéologie, et je suis, à titre strictement personnel, totalement... je suis tous les travaux et toutes les découvertes que l'on peut faire sur les sites archéologiques. Donc, grâce à la Nouvelle Droite, je suis passionné d'archéologie. Oui, la Nouvelle Droite a toujours appelé à une forme de ressourcement, à une forme de longue mémoire, retrouver ses plus lointaines racines en disant... les travaux sur les Indo-Européens. Voilà, sur l'héritage indo-européen. Si si un groupe a contribué à faire connaître les travaux de Georges Dumézil, on peut dire que c'est quand même la Nouvelle Droite qui a publié un numéro de Nouvelle École, de nombreux articles, et qui est revenu, qui a publié des livres aussi. Je sais que François Marcanter a publié un livre, Lothar Kilian, sur les origines des Indo-Européens. Il y a eu vraiment un gros travail de la Nouvelle Droite pour faire connaître les travaux sur les Indo-Européens.
Alors, il y a un autre thème. Je dirais que c'est aussi grâce à nous, par exemple, que M. Demoule a commis les Indo-Européens n'existent pas. Oui, en réaction, enfin... En réaction. En réaction stupide, une fois de plus. Oui, et aujourd'hui, ils sont très forts dans l'université, lui ou Boucheron, pour justement bloquer la libre discussion sur des sujets fondamentaux, historiques, etc. La situation est plutôt délétère en ce moment. Vous pensiez à un autre thème? Oui, il y a un autre thème qui émerge dès le début de Nouvelle École, c'est l'écologie, par exemple. Alors, qui a changé un peu d'angle au fil du temps, mais qui émerge dès 1968. On a des articles sur l'écologie, sur les problèmes des atteintes à la biodiversité, les risques d'extinction, etc. Et puis qui s'est développé régulièrement au fil des numéros jusqu'à devenir une thématique vraiment très importante au cours des années 90. Et Alain de Benoît a notamment sorti un livre sur l'écologie et la décroissance au début des années 2000, qui a eu un fort impact, qui a été un livre de référence pour beaucoup de jeunes de droite au début des années 2010, après la manif pour tous. C'est un livre qui a servi de référence pour toute une jeune génération de droite non conformiste, je dirais. Comment habiter le monde en poète sans le détruire par... voilà, et puis le biolocalisme, etc. Oui, Gabriel Fouquet. Moi, j'ai justement une question que je voulais vous poser à tous les deux, puisque vous mentionnez la nouvelle génération. On voit que la nouvelle droite a une hérédité qui continue, heureusement d'ailleurs. Est-ce que vous pensez aujourd'hui à des figures de cette nouvelle génération qui seraient les meilleures ambassadrices et continuatrices de la nouvelle droite, si vous deviez nommer aujourd'hui des figures qu'on pourrait inscrire complètement dans la foulée de la nouvelle droite? Je pense comme ça à Guillaume Travers, par exemple, qui me paraît vraiment quelqu'un qui a abordé un champ qui avait été pas abordé tant que ça, celui de l'économie, et qui fait un travail absolument remarquable. Enfin, moi, ces articles sont passionnants, que ce soit ceux de Nouvelle École ou ceux d'Éléments. Précisons qu'il a publié dans les collections Longue Mémoire de l'Institut Iliade un livre sur le capitalisme, un livre sur les corporations et sur l'économie au Moyen-Âge. Voilà, mais aussi sur des articles en prise sur l'actualité, sur les porte-conteneurs, etc. C'est fondamental. Absolument, absolument extraordinaire sur la mondialisation. Je pense aussi quelqu'un comme Thomas Hentier, qui est le patron le rédacteur en chef de Crisis, par exemple, qui est vraiment qui porte une vision très similaire à celle d'Alain de Benoît sur un certain nombre de points, pas sur tous. Voilà, il y a évidemment des belles plumes. François Bousquet dans son style. Très plus littéraire et polémique. Voilà, non, mais il y a eu de belles plumes qui ont émergé ces dernières années. Mais vraiment, Guillaume Travers me paraît être le personnage le plus percutant de la jeune génération. Je vais me tourner vers vous, Monsieur Marcanter, pour une question d'un de nos auditeurs, qui vous remercie déjà tous les deux pour cette émission qualifiée de très intéressante. Cet auditeur nous dit qu'il se dit parfois que le christianisme n'est peut-être pas vraiment européen. La religion païenne est-elle la religion européenne finalement, ou plutôt le druidisme, le catharisme? Il espère donc, Monsieur Morel, votre réponse. Il y a certes le problème des origines, mais je pense que le problème des origines a une importance seconde. Ce qui me semble totalement différent, c'est d'une part le monothéisme est prosélyte. Les anciennes religions européennes ne l'étaient pas. Et ce prosélytisme veut évidemment imposer sa vision unique. Donc, c'est vraiment un problème de représentation du monde. On a d'un côté un monde pluriel et de l'autre côté un monde où il faudrait que tout le monde finisse par croire la même chose. Imaginons que l'humanité entière
aillent à la messe tous les dimanches et exactement les mêmes cultes. Ce serait totalement soporifique. Ou à la mosquée tous les vendredis. Peu importe. Peu importe, voilà. C'est difficile. Laissons les monothéismes régler leurs problèmes entre eux. Ça semble quand même très difficile pour eux de les régler. Et quelle que soit la variante, ça semble mal se passer. Bon, une première amorce de réponse. Pierre Le Prince n'est toujours pas là. Il n'est pas arrivé entre-temps, Gabriel. Il souhaitait nous proposer une deuxième pause musicale. Oui, doit-on encore présenter Jean-Louis Murat ? Prolifique auteur, compositeur, interprète qui a sorti une vingtaine d'albums studio en près de 40 ans de carrière. Artiste énigmatique, discret, parfois rebelle, loin des circuits médiatiques traditionnels mais doté d'une voix douce et envoûtante. Figure singulière et culte de la scène française, un paysan de la chanson, poète attaché à ses racines auvergnates, à la nature et à une certaine authenticité brute. Authenticité que l'on retrouve dans la chanson « J'ai fréquenté la beauté », quel titre merveilleux, extraite de l'album Babel, sorti en 2014, que Pierre Le Prince vous propose d'écouter ce soir. J'ai fréquenté la beauté tout le mois de juillet, pauvre cœur, je manquais d'amour. J'ai fréquenté la beauté, chaque jour abreuvé à l'illusion des toujours. L'amour qui s'est dévoré, qui nous jette au panier, pleurniche en route de la tour. L'amour qui sait nous tromper, jamais sûr d'être aimé par les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la beauté, je n'en ai rien gardé. J'ai fréquenté la santé, chaque matin le lait, cœur humide, journaux et l'amour. J'ai fréquenté la santé, par les champs, les forêts, partout où me menait le jour. Derrière la balle aux forêts, nuit parmi les genêts, je suivais la cave à l'amour. J'ai fréquenté la santé, les éboueurs et mangeais pour les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la santé, je n'en ai rien gardé. Fréquenté la gaieté, tout un mois de janvier, nuit et jour, il neigeait autour. J'ai fréquenté la beauté, sur la baie, à l'enchaînement des toujours. Au luxe qui garde le corps, sans regret, sans remords, sous la cascade Calendor. J'ai fréquenté la gaieté, mais je n'ai rien gardé de l'hirondelle du faubourg. J'ai fréquenté la gaieté, je n'en ai rien gardé. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Chers auditeurs, merci d'être encore avec nous pour un sujet vraiment passionnant. Les questions ne manquent pas. Le problème d'aborder la nouvelle droite, c'est qu'on parle de tout et qu'on voudrait pouvoir de tout parler. Moi, j'aurais une question pour vous, messieurs. Avec le recul, voyez-vous des thématiques ou des sujets à propos desquels la nouvelle droite se serait ou bien trompée ou n'aurait pas assez développé, voire même aurait juste évolué dans ses positions? Ou peut-on penser que c'est un mouvement qui maintient sa ligne quoi qu'il arrive dans le temps? Non, il y a eu sans doute des évolutions sur certaines thématiques. Au départ, la nouvelle droite était
très élitiste, discours très élitiste, très anti-égalitariste, qui a été un peu atténué pour développer un discours, un intérêt pour le populisme. Voilà, donc ça c'est... Alors, évidemment, on doit abandonner ni la notion d'élite, ni la notion de peuple, mais on doit articuler ces deux idées. Voilà. Mais dans un premier temps, l'accent avait été mis sur élitisme, élite, etc., anti-égalitarisme. Et dans un deuxième temps, à partir de la fin des années 90, la réflexion s'est beaucoup développée sur l'idée de peuple, de populisme, de souveraineté populaire, etc. Bon, ça, c'est une évolution assez significative, je pense. François Marcanter, vous en voyez d'autres ? Le sujet peut-être qui mériterait encore d'être approfondi, c'est la ville. Et quand on se définit comme païen, ce qui implique un lien avec la nature et avec une civilisation rurale, cette civilisation rurale qui disparaît chaque jour davantage, entre les campagnes de notre jeunesse où l'on voyait les moissons, on voyait les fêtes liées à la moisson, on tuait le cochon, et les campagnes d'aujourd'hui, il reste plus grand-chose de cette culture rurale et des rites qui y étaient liés. Comment imaginer aujourd'hui un enracinement et un paganisme dans un monde urbain ? Et quelle forme lui donner ? C'est un vrai questionnement. Et qui n'a pas été abordé, selon vous, par... Qui n'a pas été abordé et dont la réflexion est totalement embryonnaire. Or, on peut... Alors, oui. Moi, je modulerai peut-être. C'est un thème qui a été abordé par quelqu'un comme Guillaume Fay. Sa vision un peu archéofuturiste a été un peu axée là-dessus, sur créer de nouveaux dieux. En fait, de nouveaux dieux apparaîtront. On ne fait pas renaître les dieux du passé qui sont morts avec les civilisations grecques ou nordiques ou que sais-je. Mais si on le veut, de nouveaux dieux apparaîtront, qui prendront un nouveau visage. Je crois à un moment, il parle d'un visage de titane et d'uranium. Bon, ça c'est la vision très fayenne, mais il y avait cette idée, voilà, de nouveaux dieux peuvent émerger. Quelqu'un comme Guillaume Fay est assez symbolique aussi de ce qui s'est passé à la Nouvelle Droite, qui n'est pas simplement une analyse clinique, un constat du fonctionnement du monde, mais il y a aussi une dimension créatrice. D'ailleurs, on le voit dans le système à tuer les peuples, où la mécanique de ce rouleau compresseur, de l'uniformisation par la marchandise est très bien décrite par Guillaume Fay. Mais déjà, il y a les amorces d'une réponse qu'on retrouvera un peu plus tard avec l'archéofuturisme. Il y a eu des créations. Oui, la création du Avant-Guerre, le groupe Avant-Guerre, avec des sonoramas absolument extraordinaires, scènes de chasse en ciel d'Europe, où il crée une mythologie, une nouvelle mythologie de science-fiction futuriste qui est fascinante. Moi, je l'ai réécouté il y a quelques jours. Je vivrai tout autant que la première fois où j'ai découvert ça. Moi, j'étais un petit jeune passionné de science-fiction, et quand j'ai découvert cette explosion, c'était absolument extraordinaire. Et c'était lié aussi, le docteur Merlin était lui aussi, faisait partie plus ou moins du groupe Avant-Guerre, a pu faire écrire des chansons sur les mêmes thématiques. Moi, je pense à chanson magnifique, Maléfice, hein, c'est extraordinaire. Voilà, il y a vraiment une création, et faisait partie du groupe aussi également Olivier Carré. Il y a eu une bande dessinée qui a été faite sur ce même scénario futuriste. Vraiment, il y avait une création de rupture provocatrice, et à la fois drôle et stimulante. Enfin, c'était superbe. C'est comme ça que vous vous êtes rapproché de cette mouvance? C'est par Avant-Guerre, ou comment vous êtes arrivé? Vous nous en avez pas parlé pour le moment. Vous m'aviez pas posé la question. Voilà. Alors, non, moi j'y suis arrivé un petit peu
J'avais 13 ans en 79 et c'est vrai que chez moi, on lisait beaucoup de journaux. Il y avait Le Monde, mais il y avait aussi Spectacle du Monde. Il y avait ma sœur apportait le Nouvel Obs. Enfin voilà, il y avait le Figaro Magazine, bien entendu. Et j'ai commencé à entendre parler du Grèce. Mais le Grèce, le Grèce, Alain de Benoît, Robert de Herth, le paganisme, la sociobiologie. Enfin, c'est devenu des choses, une entité un peu mythique. Puis j'ai commencé en lisant les journaux à me renseigner. Je me rappelle avoir commencé à couper des petits articles du Monde à partir de 81 sur le Grèce. Et puis un beau jour, en 83, tombé sur un numéro d'Éléments. Et là, ça a été l'explosion. Alors ça arrivait pas sur un terrain tout à fait neutre. Moi j'avais lu Mabir, j'avais lu Vénère, j'avais lu que sais-je encore. J'avais vu Excalibur qui avait été une expérience visuelle extraordinaire. Enfin Qui a été rediffusé au colloque de l'Iliade. J'avais découvert Wagner par ce biais, Karl Orff, les Carmina Burana. Enfin voilà. Et puis là, j'ai découvert une revue qui à la fois me parlait et puis m'ouvrait des horizons, des fenêtres sur une quantité de sujets que j'ai pu découvrir. Et là, j'ai pas décroché. Je suis abonné. Je suis abonné au Livre Club du Labyrinthe. J'ai acheté toutes les productions qui sortaient. Je suis devenu vraiment un accro absolu Mais heureusement, de cette parce que grâce à ça, vous nous proposez ce panorama historique et métapolitique de la Nouvelle Droite. Heureusement qu'il y a des gens accros comme François Dambelin pour cette groupe de pensée qui a marqué notre histoire des idées en France, en Europe et même au-delà, puisque je fréquentais il y a 2 jours un Américain du Wisconsin qui est venu jusqu'en France au colloque de l'Iliade, attiré par les travaux de la Nouvelle Droite. Vous, François Marcanter, est-ce que vous êtes aussi comme François Dambelin, c'est-à-dire au-delà des idées, attiré par une forme de sensibilité, d'esprit créatif, d'esprit de rupture que vous avez pu constater, découvrir dans cette mouvance de la Nouvelle Droite ? La rupture, elle était totale par rapport à l'environnement. Mais aujourd'hui, on a changé de monde. On a l'irruption du numérique. Je pense qu'on a un effort à faire aussi pour déborder tout ça et l'apprivoiser. Les enjeux entre notre production de papier et l'émergence d'une force sur les réseaux sociaux et le numérique. Il y a un travail, à mon avis, énorme à faire pour investir la société. Ces idées, cette vision du monde portée par la ND ne va pas disparaître du jour au lendemain parce que les gens lisent moins. Elle va forcément devoir trouver de nouveaux débouchés. Et il va falloir forcément passer là aussi par de nouveaux canaux, même si on peut avoir vis-à-vis de ces canaux beaucoup de réticence. Et en tous les cas, il va falloir continuer à penser. C'est impératif. On ne peut pas s'arrêter de penser parce que le monde continue à tourner, à avancer, à changer. Et si on veut survivre et se développer, il faut continuer à penser. J'ai noté une petite citation de Charles Champetier qui disait dans un de ses textes, un de ses textes fondamentaux, qui n'a pas été beaucoup diffusé, mais enfin peu importe, il disait ça. Ton adversaire te parle, mais tu n'as pas pris le temps d'apprendre son langage. Dommage, il est en train de prononcer ta sentence de mort. C'est un peu freudien en fait. Voilà, il faut en permanence continuer à penser le monde qui nous entoure, y compris si ça ne nous satisfait pas. Mais en tout cas, il faut continuer à l'appréhender complètement et à pouvoir... Il faut chevaucher le tigre. Surtout s'il ne nous convient pas. Surtout s'il ne nous convient pas. Parce que vous pensez qu'il y a une forme je ne parle pas de la ND, mais de manière générale, un abandon de la confrontation aux idées, une paresse intellectuelle au profit des oukas, de la morale, de la moraline. Il y a de moins en moins de penseurs, vous pensez ?
Oui, on s'arrête parfois à des slogans, à des choses un peu simples, répétitives, et on se laisse prendre par le jeu de l'actualité un peu répétitive, etc. Mais le monde bouge autour de nous, il faut se positionner sur les questions de l'intelligence artificielle, etc. On peut pas, et il faudra faire avec. Il faudra faire avec. Notre adversaire aujourd'hui, c'est ChatGPT. Si des gens se réfèrent à ça et prennent l'habitude de se référer ou de questionner ChatGPT comme ils faisaient avec leur confesseur, on a quelques soucis à se faire quant à l'évolution de l'intelligence. Alors, on peut en débattre, puisque ChatGPT, c'est un outil. C'est peut-être à la nouvelle droite de nourrir cet outil pour que les gens trouvent les réponses. C'est un outil, une accélération pour trouver les réponses qu'ils auraient peut-être de façon beaucoup plus lente en ouvrant un dictionnaire. Ça a au moins le mérite d'obliger à poser les bonnes questions. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est la capacité à poser les bonnes questions, à utiliser cet outil pour devenir plus fort. C'est chevaucher le tigre, c'est-à-dire que quand on est animé d'une vision du monde, alors certes, les outils ont leur propre inertie, mais tout de même, avec de la volonté, on peut continuer à les dominer. Mais c'est vrai que c'est un combat de l'intelligence. Là, voilà, mais de toute façon, les outils existent, on peut pas les remettre dans la boîte à outils et cacher la boîte à outils au fond du jardin. C'est pas possible. De toute façon, les autres les utiliseront. Donc, je voulais vous lire le sermon de Delphes, qui est en ouverture de ce livre. Donc, c'est un sermon qui a été prononcé à la création du Grèce. Nous, hommes et femmes d'Europe, rassemblés sous le signe d'Apollon et parlant au nom de tous nos frères européens, nous jurons d'œuvrer de toute notre énergie et de toute notre volonté à la renaissance de la culture européenne. En ce lieu sacré de Delphes, qui a été si longtemps le symbole de notre monde, nous jurons d'être fidèles à notre héritage et d'être fidèles à nos enfants. Nous jurons d'être fidèles à la plus longue mémoire pour bâtir le plus grand avenir. Par la source qui chante au fond du ravin, par l'arbre qui se dresse vers le soleil, par le sang de la vigne et l'or des épis de blé, par la charrue, par le glaive et par le sceptre, par la lyre d'Apollon dont le chant accompagne nos pas, nous le jurons, le soleil reviendra. Voilà un beau serment qui résume bien l'état d'esprit, puis finalement la mythologie qui a accompagné et qui continue d'accompagner cette belle mouvance de la nouvelle droite. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce serment à destination de la fidélité vers nos enfants. Voilà, je pense que ça, c'est quand même le plus beau des réflexes, éviter d'être bassement un conservateur passéiste, c'était pas mieux avant. Nous avons en nous un potentiel, c'est tout l'intérêt de cultiver un héritage et de se ressourcer pour continuer une aventure avec nous. Rappelons-nous qu'à Delphes, il existait un temple aux dieux inconnus où le visiteur pouvait rendre ses cultes. Rappelons-nous aussi que le site de Delphes a été dévasté sciemment, que toutes les colonnes ont été détruites et que les chrétiens ont détruit Delphes. Le dernier petit point que je voulais aborder avec vous, c'était le rapport entre cet objet métapolitique qui mène la bataille culturelle, donc en grande partie théorisé par le communiste italien Gramsci, qui parlait d'intellectuels organiques, etc. Il y a eu quand même des contacts, des connexions avec le monde de la politique électoraliste. Ça va de Giscard d'Estaing jusqu'au Rassemblement national. En deux mots, quelles sont les relations, la nature des relations de cette nouvelle droite avec le monde politique français notamment ? Alors, là c'est un sujet complexe, un sujet assez vaste. En fait, les créateurs ou les principaux créateurs ou la figure de proue, je dirais, de la nouvelle droite, Alain de Benoît, a toujours refusé qu'il y ait des liens directs avec des mouvances politiques. Mais à partir du début des années 80, dès lors qu'il y a eu cette émergence assez brutale, mais peut-être organisée aussi, du Front National, certains, au sein du Grèce, ont eu la tentation de repartir dans un combat politique. Et on a vu arriver au sein du Front National beaucoup de gens qui avaient été formés au sein du Grèce.
Voilà. Alors, ça n'a pas été négatif. Hein. Ça a pu donner par certains côtés une ossature, un discours, une vision que n'avait pas le Front National, qui était un parti protestataire d'extrême droite typique. Et sont arrivés dans ce parti des gens qui étaient beaucoup plus formés, plus organisés, qui avaient une vision structurée, une vision du monde, et qui a été développée autour de Bruno Maigret, notamment, qui a beaucoup utilisé les compétences des néo-droitistes, comme on les a appelés. Bon, ensuite, on ne va pas refaire l'histoire du Front National, mais tout ça s'est largement effondré en 1998, si mes souvenirs sont bons, ou 99. Et le Front National est redevenu ce qu'il était, un parti protestataire, populiste, voilà, sans une vision du monde très 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 claire, oscillant un peu au gré du vent. Et de la dégradation générale. La dégradation générale de un discours classique. Pour avoir vécu ces périodes de diète, puisque autour d'Éléments, beaucoup de chaises étaient vides. Nous avons continué à quelques-uns et Éléments a passé ce cap. Et ceux qui étaient allés ailleurs sont souvent revenus. Tel le saumon qui remonte la rivière. Bon. Et on relançait d'ailleurs, ils sont revenus et on relançait de nouvelles initiatives métapolitiques fort intéressante. Je pense, on va citer des noms, je pense à Jean-Yves Le Gallou qui a créé Polémia et qui a lancé les idées de réinformation, de travail sur Internet. Je veux dire, ça c'était absolument novateur quand il a lancé Polémia. Il a tout de suite pensé à ça avec quelqu'un comme Grégoire Tingot, etc., malheureusement décédé. Ils ont lancé, et c'est grâce à eux qu'il y a un certain nombre de médias, qui ont pris pied, qui sont devenus des outils considérables. Hein. F2 Souche, par exemple, ça vient, je pense, un peu du travail des idées, du travail sur le réseau Internet, dépasser les médias du système pour créer nos propres médias, etc. Toute la réinfosphère. Voilà. Alors effectivement, il n'y a pas de Figaro avec à l'intérieur les gens de la ND. Par contre, aujourd'hui, il y a une constellation de médias, de sites, etc., qui sèment des graines. Absolument, d'initiatives, de dissidences qui sont extrêmement importantes. Et tout ça aussi génère des mouvements locaux de jeunes, etc., qui font, pour certains d'entre eux, des choses particulièrement intéressantes et stimulantes avec des jeunes qui y vont et des jeunes qui en veulent et qui ont vraiment beaucoup de qualité, je trouve. Il nous restera quelques minutes pour clore cette discussion. Évidemment, il faut la prolonger avec l'achat et la lecture de La Nouvelle Droite, un panorama historique et métapolitique de François Dambelin, qui est invité de ce libre journal Vive la civilisation européenne sur notre chère radio Courtoisie. C'est dans la collection Agora de l'Iliade aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et je vais demander maintenant à notre cher Gabriel Fouquet de sortir sa boussole artistique. Chers amis, elle vous guide sur les chemins. Écoutez-la. Vous n'ignorez sûrement pas qu'hier soir, une page s'est tournée en Hongrie. Je me suis surprise à imaginer Viktor Orban quittant la scène sous un crépuscule danubien dont seul Budapest a le secret. Une fanfare de ciel rose orangé grandiose, à la mesure d'une œuvre politique sans égale dans l'Europe de ce début du XXIe siècle. Les commentateurs ne parleront que d'économie et de Bruxelles. Je voudrais saluer, moi, l'artisan d'une politique culturelle qui a redonné ses lettres de noblesse à un patrimoine artistique souvent négligé en Europe de l'Ouest. Focalisée sur la diagonale Londres-Paris-Naples, l'histoire de l'art a trop souvent méprisé ce concret par-delà le Rhin. La preuve, le Petit Palais à Paris inaugurera mercredi l'exposition Károly Ferenczi, Modernité hongroise, en collaboration avec la Galerie nationale hongroise, sise dans le Palais de Buda, et le Musée des Beaux-Arts qui domine lui la place des Héros. Károly Ferenczi, né en 1862 et mort en 1917, est une gloire nationale.
Considéré comme le fondateur de la peinture moderne hongroise, son parcours artistique est représentatif de l'Europe de Zweig et de ses académies. Issu d'une famille aisée, doté d'une solide culture classique, il traîne ses pinceaux de Paris à Naples en passant par Munich avant de rejoindre sa Hongrie maternelle. Il s'installe alors dans le village minier de Nagybanja, en Transylvanie, où il cofonde une colonie d'artistes qui place la nature au centre de leur philosophie. Entre peinture en plein air, influences antiques, scènes intimes et portraits manifestes, son œuvre polyphonique est traversée par des thématiques symboliques éternelles. La famille, le sacré et la nature. La lumière du soleil y rayonne d'ailleurs invaincue. J'ai pu contempler la peinture de Ferenczi à Budapest cet hiver, au cœur du palais de Buda restauré. Ces travaux s'inscrivaient dans le cadre du plus grand plan de développement culturel urbain d'Europe, le projet Liget. Initié dès 2012, 2 ans seulement après le retour d'Orban au pouvoir, ce chantier ambitieux, toujours en cours, a d'ores et déjà tenu ses promesses. Musée des Beaux-Arts rénové, maison de la musique inaugurée, nouveau musée ethnographique, collection restaurée, cataloguée, accessible, qui ont rendu les prix internationaux possibles. Ce sont ces collections, ce sont ces travaux qui ont permis l'exposition du Petit Palais. Sans ce travail de fond conduit à Budapest, Ferenczi serait sans doute resté inconnu chez nous. Voilà ce qui se passe quand un État décide de se réemparer fidèlement et fièrement de son histoire, et ce n'est franchement pas si mal. L'œuvre de Ferenczi et Ferenczi lui-même incarnent probablement ce que la civilisation européenne a su faire de mieux quand elle ne se renie pas. Elle dialogue, elle absorbe, elle s'enrichit et elle rayonne à travers le temps et l'espace. Ferenczi prenait le collectif comme idéal artistique et cherchait dans la nature l'expression d'une spiritualité syncrétique. Dans les 140 toiles exposées au Petit Palais jusqu'en septembre prochain, c'est la triade homérique si chère à Dominique Vénère que l'on retrouve. La nature comme socle, l'excellence comme but, la beauté comme horizon. Ni nationalisme étroit, ni cosmopolitisme amnésique, simplement la tranquille poésie d'un homme et d'un peuple, libres et à leur place. Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Autour d'un verre, le rendez-vous poétique du libre journal Vive la civilisation européenne. Je reste avec Gabriel Fouquet, que je remercie pour cette très belle chronique. Merci Gabriel, et qui interprète aujourd'hui, une fois de plus, les poèmes de Frédéric de Cinquiaux dans notre rendez-vous poétique mensuel Autour d'un verre. Cette semaine, elle nous propose un texte sur le cycle de la vie. Ces dernières années, Romain, m'ont beaucoup plu. J'ai appris, autant que je me suis mise à nu, au sujet de ma vie, de mon être et de l'orbe, mais sans s'émerveiller depuis 6 ans, absorbe avec sapidité le sel du quotidien pour l'enjoliver dans nos profonds entretiens. J'ai questionné souvent, j'ai pleuré ou j'ai ri, j'ai tremblé, j'ai grondé, j'ai maudit, j'ai gémi. Et quel enseignement tirez-vous de ceci ? Jugez-vous votre quête en un sens réussi ? Bien sûr, ouvrez les yeux. Je me suis délestée de l'impéritie et des superfluités. Je me meus désormais, j'utilise mes mains pour différencier la veille des lendemains. Je ne me lasse point de remettre 100 fois sur le métier l'ouvrage où je puise ma foi. Le bon sens, rencontré dans les plus simples gestes, invite à répéter la routine céleste. Émule du passé pour affronter l'époque, je comprends la jeunesse en consultant les vioques. Et je vois trop de gens devenus sybarites sans expérimenter l'ascèse et ses mérites. Fut un temps où j'étais, comme eux, perdue en tout. Je refusais d'un bloc leurs consignes, leurs goûts. Que connaissaient-ils ces vieux de plus que moi-même ? Que me conseillaient-ils de lire des poèmes ? J'étais sourde à leur dire et sotte en même temps de ne voir l'évidence, en dépit des présents laissés par les aïeux et transmis dans la paix. Le bon, toujours si neuf, le beau, toujours si frais. Alors je me suis mise à tous les imiter. Dîner, dormir, œuvrer, transmettre et travailler. Votre cheminement me semble naturel. Frédéric Parbleu, vous êtes l'hirondelle. Annonçant le printemps de nos jours à venir, vous avez tout rompu avec le repentir. Vous présentez ici votre avis extatique, celui d'une vision, de votre vie cyclique. Vous vous êtes construite en nette opposition avec les plus ancrés des vieilles traditions. Mais c'était sans compter sur votre dilection pour le beau et le vrai, cette même notion.
Après avoir renié ce qui vous précédait, rejeté l'héritage en niant ses bienfaits, vous avez décidé de vous raccrocher à ce qui reste nouveau, ce qui ne passe pas. Ce long parcours vous mène à répéter enfin des gestes maintes fois reproduits, à dessein. Vous avez tout dit. J'ai si longtemps marché de ça de là, partout, pour mieux m'enraciner. Je ne cavale plus. J'aspire à la clarté. L'ilote est bien derrière et déjà consumée. Je sais que c'est ici que j'enfouirai mon âme, dans la terre sertie des plus beaux amalgames, ainsi que mes vieux os, usés par tant de vie, rassemblés près des miens pour rencontrer l'oubli. Merci Gabriel Fouquet pour cette interprétation donc, des textes de Frédéric de Cinquiaux que nous saluons bien. Il nous reste quelques minutes et je vais me tourner vers mes invités parce qu'un certain nombre d'auditeurs ont peut-être profité de cette émission pour découvrir un mouvement qu'ils ne connaissaient pas forcément. On a dit que la réception de la nouvelle droite à l'étranger avait été importante. Il y a eu aussi un certain nombre d'impasses, d'omerta, de censure en France, si bien que peut-être tous les travaux ne sont pas arrivés jusqu'aux oreilles ou aux yeux de nos auditeurs. Quel livre, puisque c'est la porte d'entrée, je pense, principale, vous semble une bonne porte d'entrée, ou celui tout simplement qui vous a marqué, qui vous semble différent, important, vous pourriez conseiller, ou il y en a un qui vous vient à l'esprit? Terre et mer. Oui, pourquoi? Parce que c'est la géopolitique. Parce qu'on est en plein dedans. D'accord. Donc, Les idées à l'endroit d'Alain de Benoît et Le système a tué les peuples de Guillaume Faye. Gabriel Fouquet, vous-même, vous avez été marqué par des livres. Ça peut d'ailleurs être des images. Vous aviez parlé d'Olivier Carré. Il n'y a pas de piège. Alors moi, il y en a deux, du coup, qui vont ensemble. Effectivement, je pense que l'œuvre intégrale d'Olivier Carré est à étudier et à regarder, à contempler. Et par logique, moi, l'archéofuturisme de Guillaume Faye, et notamment la nouvelle à la fin, qui pourtant a été si souvent décriée, mais qui a une approche déjà romancée de son idée, est pour moi un élément fondamental. On peut être en désaccord avec Faye, mais c'est un ouvrage vraiment remarquable. En quelques mots, cette nouvelle, dites-nous en plus. On est sur... finalement, il faut comprendre la lecture de l'archéofuturisme. C'est-à-dire que vous prenez 200 pages d'explications, parfois rudes et pas toujours délicates, des travers et des choses à améliorer dans notre société. Donc vous prenez 200 pages de théorie et il vous le met en situation dans une forme de nouvelle dystopique assez savoureuse, dans un futur qu'on aurait aimé connaître, lors d'un voyage en train, dans un train finalement qui n'a bien supérieur à la SNCF, entre une princesse d'un monde merveilleux que nous espérons réel et un alter ego de l'auteur, un séducteur d'un certain âge. Et ensemble, à travers leur périple à la fois géographique et politique dans leurs discussions, ils célèbrent les vertus d'un monde archéo-futuriste. Ça a quelque chose de presque Jules Vernien. Et j'invite tout le monde à lire cette petite traversée en train. Alors, cette petite nouvelle, elle s'inscrit pleinement dans l'univers qu'il avait créé d'avant-guerre, avec l'Eurosibérie, un empire, une firme géante, Typhone. Ça se rapproche un peu du mouvement steampunk qu'on a vu assez souvent dans l'univers de fiction des années 80, entre les codes victoriens et l'ultra-industrialisation. Il me reste quelques secondes pour vous inviter à vous rendre sur le site de la Nouvelle Librairie ou de l'Iliade pour acheter La Nouvelle Droite, un panorama historique et métapolitique de François Dambelin, de vous abonner aux revues Crisis, Nouvelle École, Éléments, de suivre les travaux de l'Institut Iliade qui revendique cet héritage de la Nouvelle Droite. Nous vous saluons. À bientôt. Vous venez d'entendre le libre journal du lundi soir dirigé par Romain Petitjean, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 13 avril 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.